Le grotte di Stiffe costituiscono un importante complesso carsico, al cui interno scorre un fiume, il Rio Gamberale, che viene assorbito sull'altipiano delle rocche in una località chiamata Pozzo Caldaio. In realtà è una zona di assorbimento molto diffusa, caratterizzata da piccole fratture, dove gli speleologi non sono mai riusciti ad entrare. Le acque risorgono in prossimità dell'abitato di Stiffe, che dà il nome alla risorgenza e dista circa 2,5 km dalla zona degli inghiottitoi. La grotta è conosciuta a memoria d'uomo perché presenta un ingresso ampio e ben visibile. L'acqua che ne fuoriesce ha formato nel tempo una piccola forra che raggiunge il fiume Aterno nella valle sottostante. Ripercorriamo brevemente la storia della risorgenza di Stiffe. La prima documentazione tecnica di questa grotta risale ai primi del Novecento, quando l'acqua fu utilizzata per alimentare una piccola centrale idroelettrica. I tecnici si addentrarono nella grotta e fecero il rilievo dei primi 300 metri fino alla prima cascata. Ma la vera esplorazione fu fatta nel 1959 dal gruppo speleologico marchigiano. In quell'occasione risalirono la prima cascata, percorsero un lungo tratto di grotta e superarono anche una seconda cascata, al di sopra della quale furono costretti ad arrendersi per la presenza di un sifone. Una galleria completamente allagata, che in quegli anni non fu assolutamente possibile superare. Il tratto esplorato era lungo circa 700 metri e comprendeva 2 cascate di 14 e 17 metri d'altezza, per un dislivello complessivo di circa 50 metri e temperatura dell'acqua di 9 gradi centigradi, fino al 1994. Da lì in poi cambia completamente l'approccio esplorativo. Mauro, dal punto di vista di uno speleologo, com'è Stiffe? Prima di tutto devo farti una piccola premessa. Ci troviamo nel 1991 e in quell'anno le grotte di Stiffe vengono aperte al pubblico. L'amministrazione comunale di San Demetrio decide di affidarla al gruppo speleologico aquilano, per cui il primo anno ci troviamo ad affrontare l'organizzazione del flusso turistico, tutto quello che va fatto per far funzionare proprio la grotta turistica. L'anno dopo iniziamo a concentrarci proprio sugli aspetti speleologici. La prima cosa che facciamo, iniziamo una serie di studi, di indagini per capire meglio questo ambiente sotterraneo. E dai primi dati raccolti, in particolare dalle analisi chimiche dei gas disciolti nelle acque, ci accorgiamo che oltre questo sifone terminale posto a 700 metri dall'ingresso, deve esistere una grande riserva d'aria, per cui dovrebbe esserci una cavità con una parte aerea abbastanza grande. Siamo speleologi, ovviamente la cosa ci entusiasma e quindi ci organizziamo per una piccola campagna esplorativa. La prima cosa da fare è riscalare la seconda cascata, perché gli armi degli anni 60 ormai non ci sono più, si sono sfatti con le varie piene sotterranee. Per cui diciamo in un paio di giorni risaliamo questa cascata e organizziamo anche un primo sopralluogo subacqueo, perché sopra questa cascata c'è un sifone, c'è un tratto completamente immerso sott'acqua della cavità. Ci organizziamo e praticamente oltre a me c'è anche Sergio Giglioli, un socio del gruppo. Risaliamo questa seconda cascata, trasportiamo le attrezzature necessarie per questa immersione subacquea ed è proprio Giglioli che prova a passare il sifone. E in realtà riesce proprio a passarlo, soltanto che praticamente alla fine di questo sifone l'ambiente è un po' articolato e l'acqua è abbastanza sporca e praticamente si infila in una diramazione laterale che porta in un'altra grotta, in una sala, dove praticamente sembra che l'ambiente, che la grotta si chiude, non continua. Quindi quando esce tiriamo un po', facciamo un po' il punto della situazione e capiamo che abbiamo bisogno di un aiuto di qualcuno più esperto e iniziamo a cercare una collaborazione in qualche spelosub e la troviamo alla fine in un gruppo di spelosub francesi molto specializzato con cui abbiamo la possibilità di parlare proprio l'anno dopo e ancora l'anno successivo, nel 94, arrivano 2 spelosub francesi, Bruno Maurice e Vincent Durand, molto preparati, con cui organizziamo una nuova campagna esplorativa. E invece cosa mi dici delle esplorazioni subacquee che sono seguite alla prima immersione di Sergio?
Ma per questo abbiamo qui direttamente Vincent Duran che di sicuro ci darà tutte le informazioni del caso, visto che l'ha vissuto proprio in prima persona. Oui, donc on avait été contacté pour faire poursuivre cette exploration. Effectivement, Sergio avait trouvé un premier passage, mais il n'avait pas trouvé la suite parce que l'eau était trouble et puis qu'il était peut-être un peu moins expérimenté. Donc quand on est venu, on a passé tout de suite ce premier siphon et puis on a bien vu au niveau de la salle, il y avait une belle fracture qui dessinait la galerie. Donc on a suivi cette fracture et on a trouvé la suite le premier jour, la première journée. On s'est un peu accroché à cette grotte parce que c'est une très belle grotte. Il y a des endroits avec des très belles concrétions, même si l'eau est pas forcément nickel, les concrétions sont vraiment jolies. Et puis c'était aussi une aventure humaine parce que les gens ici sont vraiment extraordinaires. Donc on avait un attachement sentimental à cette cavité. Et puis c'est vraiment une belle cavité, quoi. C'est pas commun de faire 2 kilomètres de galerie assez proche de l'entrée au final, hein, sans difficulté particulière que ceux-ci font. Et puis trouver une suite de cascades comme ça, c'est pas commun, quoi. Bon, ça arrive, mais c'est pas commun. Vincent, tu che conosci bene la grotta di Stiffe, Sì. mi potresti far vedere l'evoluzione del rilievo anno per anno delle vostre esplorazioni? Donc quand on a commencé l'exploration de Steve, le siphon avait été plongé une fois par Sergio. Mais il n'était pas sorti, il n'avait pas trouvé la suite. Ici, il n'avait pas trouvé ce lac-là. Il avait trouvé une cloche, et c'est tout. Donc après, nous, on est passé ici, on a trouvé ce lac, une grande salle, avec une nouvelle cascade qui fait une dizaine de mètres. Donc ça a été la première journée d'exploration. Dès le lendemain, on a réussi, voilà, dès le lendemain, on a réussi à faire là on a des grands bassins, puis ici on a un canyon qui est très très beau, avec la rivière qui serpente dans cette zone-là, là. Ici, là. Ça, c'est très joli. Avec des petits bassins, des petites cascades. Ça, c'est vraiment très, très joli. Et puis, tout doucement, on a avancé jusqu'à arriver à une très belle concrétion ici. Toute blanche. Magnifique. Parce que le réseau est quand même un peu noir. Et ici, par contre, c'est très, très blanc. On l'avait nommé en fonction des 2 filles qui étaient à cette époque-là dans l'équipe. Voilà. Pour leur rendre hommage. Et on a quelques cheminées ici qui remontent, quelques puits qui remontent vers le haut. Donc tout ça, on a réussi à faire ça dans l'été, avec des jolies marmites d'érosion. Donc on avait fait là, on a un très beau miroir de faille ici. On a un grand plan là, très plat, très lisse, très joli. Et puis après, on retombe dans un canyon un petit peu, avec des petites cascades, 2 mètres, 2 mètres. Et le bassin du Boulet ici, parce qu'on avait un gros bloc tout rond, coincé dans une faille dans l'eau, mais vraiment tout blanc, tout rond, alors que la roche est noire. Et on est arrivé au bout de la 2e journée d'exploration, on est arrivé ici, et devant une grande cascade qui fait 9 mètres, 9-10 mètres en 2 parties, mais qu'on pouvait pas franchir en escaladant. Autant la première, on a pu la franchir en escaladant, là on n'a pas pu. Donc on a arrêté l'exploration ici et on a construit un mât pour aller grimper cette cascade qui est là. Cette cascade qui est juste ici. Okay. Et juste derrière la cascade, on a toute une série de petits lacs. Et puis on a une nouvelle grande cascade, mais qui est beaucoup plus facile à franchir, qu'on a franchi avec Sergio. Quand on est revenu, en octobre, on avait franchi ça avec Sergio Giglioli, et à l'été, on est revenu ici, et puis comme il nous avait beaucoup aidé, on a nommé la cascade à son nom. Voilà. Donc après, on a 3 cascades qui se suivent avec un grand lac ici. Un lac qui est très très joli, je l'ai appelé le beau lac, parce qu'il est vraiment très beau. Et puis quelques petites laisses d'eau, quelques petites vasques avec de l'eau. Des petites cascades, mais qui se passent facilement. Toujours des petites cascades. Et puis là, on est arrivé dans une grande salle. Quand on a débouché ici, on n'a pratiquement plus entendu l'eau. Il n'y avait plus que des blocs. Donc il y a une grande salle avec que des blocs. Et la rivière s'écoule ici, sous le bord de
de la salle. Et donc ça, on a fait tout ça l'été d'après, jusque ces petites cascades, là, elles se sont passées facilement. On suit toujours la rivière, on a toujours les petits lacs, etc. Et puis on a débouché dans une grosse salle qu'on avait nommée Bruno Carrelli, parce que c'était évident. Et là, on avait un lac et on a buté sur un nouveau siphon. Donc là, on a attendu. Faut bien voir que c'est relativement loin. On est à 2 km, presque 2 km 3 de l'entrée. Et on n'allait pas très vite en progression parce qu'à chaque fois, on faisait en même temps la progression et la topographie. Donc c'est très long à topographier. Ouais. On n'avait pas en plus les méthodes modernes avec le laser, avec tout ça, c'est le décamètre, la boussole, c'est très long. Et donc, puis le dessin. Et donc tous les jours, on faisait une trentaine de visées, ce qui représente en moyenne 300 mètres maximum. Après, le problème, c'est qu'on avait un éclairage qui n'était pas les éclairages performants de maintenant, avec une autonomie qui était limitée. Donc, il fallait faire demi-tour. Donc, on a mis un certain temps pour arriver jusqu'ici. Et c'est que 2 ans après qu'on a passé, on est revenu avec Sergio jusqu'ici. Et il avait laissé des bouteilles, là. Et on a passé, lui nous a attendu ici, mais nous, on a réussi à passer ces 2 siphons avec Bruno. Bruno, il s'est arrêté par ici. Et puis moi, je suis allé voir cette sortie du siphon. Mais il y avait des petites bulles sous la surface. Et j'ai eu peur que ce soit trop pollué et que je puisse pas respirer. Donc j'ai gardé le détendeur, j'ai amarré le fil et puis demi-tour, quoi. Et donc nous, ça a été la fin de nos explorations. Voilà. Ok. Voilà. A quasi 30 anni dalle ultime punte esplorative, i gruppi speleologici aquilani riprendono le esplorazioni della Risorgenza, affidando il coordinamento a Maxence Fouilleul. Max, Tom, lo scorso anno avete riaperto la spettacolare sfida con Stiffe. Com'è andata? Alors l'an dernier, on a repris le projet de Stiffer. On savait pas trop à quoi s'attendre. C'était une cavité qui n'avait pas été plongée, explorée depuis plus de 20 ans. Donc le but c'était de faire un peu un état des lieux et puis de voir si on pouvait et si on voulait continuer l'exploration. Donc on s'est mis, Tom, j'ai ouvert ce projet au niveau avec la Fédération française de plongée souterraine. Et Tom m'a rejoint là-dessus avec son père et puis Bruno. Et on a pu faire un petit état des lieux. On a pu replonger le siphon numéro 1. On a pu refaire l'escalade et rééquiper proprement, euh, changer l'équipement qui datait déjà depuis 20 ans et plus. Et on a fait une très belle exploration, très jolie cavité qui nous a donné envie de continuer. Et on a buté sur une 4e cascade qui déjà avait posé problème à l'époque. Parce que Voilà. Du coup, cette 4e cascade, elle avait bloqué Vincent et Bruno en 1995 ou 16, parce que elle était assez grande et impossible de l'escalader, parce que le rocher est trop friable. Du coup, ils avaient utilisé un mât d'escalade pour pouvoir monter. Ils l'avaient fabriqué et l'avaient ramené en 96. Du coup, notre idée, c'était cette année de venir avec ce mât d'escalade pour pouvoir franchir cette cascade, qui n'était pas possible autrement. Et Francesco l'a franchi avant nous grâce à son échelle. Sì, lì siamo stati parecchio tempo per cercare di ripararla. Abbiamo provato vari punti, trapanare, il fizz non reggeva, quindi a un certo punto abbiamo capito che la cosa era pericolosa. E infatti nel 1994 anche Vincent e Bruno si erano fermati lì, erano tornati in Francia, avevano costruito un palo con una tecnica particolare che si utilizzava negli anni 80 ed erano riusciti a superare la cascata con quello, però la tecnica del palo insomma pesante, pericolosa. E riguardando i filmati, una volta tornato insomma a casa, mi sono convinto che potremmo utilizzare anche delle tecniche che abbiamo sviluppato nel miniere da Maiella, con delle scale telescopiche che riusciamo a mettere anche con equilibrismi molto sofisticati. Certo, qui siamo in posto sifone, possiamo permetterci meno rischi. Ci sarà il problema di come trasportarla perché dobbiamo percorrere quasi 1 chilometro nel posto sifone con anche dei salti da superare. Vedremo insomma di farci venire qualche idea per riuscire a superare questa cascata.
Ed eccoci giunti al 2023. Scala concluda col successo. Il problema della quarta cascata è stato risolto. Buongiorno. 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 Vincent? Sì, Questa Vincente. la maglia per te e Steve di quest'anno. Grazie. Matt, questa è per te. Grazie. Ok, tutto bene? Bene. Siamo pronti? Pronto? Pronto. Grazie. Caffè miei. Ok. Tom, Ciao. buongiorno. Ciao. Tieni, questa per te. Grazie. Pronti? Ça va? Pronti? Ça va? Ça va. Grazie Ok. mille. I give you the t-shirt. Yes. The S is for you. Yes. Okay. And this one is for you, Letizia. Great. For me. For thank you. The M for you. Thank you. Me. And this. Thank you very much. You're welcome. You're ready? So nice. Thank you so much. You're welcome. Ciao ragazzi, mi dispiace non aver potuto venire quest'anno per la spedizione alla Grotte di Stiffe, però vi mando tutti i miei bocca al lupo, come si dice in italiano, per la nuova squadra, per tutto. Merci. Merci. Nel 2023 il team italo-francese ha esplorato la risorgenza per 6 giorni consecutivi, aprendo nuove prospettive per Stiffe. Ok ragazzi, questa settimana è finita, avevamo la grotta che era lunga 2,3 km. Che è successo di nuovo? Alors cette semaine, ouais, donc c'est la fin effectivement de la semaine. De nouveau beaucoup de choses, puisque on a pu franchir l'obstacle de la semaine dernière, de l'année dernière, de la 4e cascade, aller plus loin jusqu'au terminus de Vincent il y a maintenant plus de 20 ans. Donc on a pu porter du matériel jusqu'au siphon 2, plonger le siphon 2, le siphon 3, et à partir de là, c'était toute une nouvelle exploration. On a découvert, après environ 200 mètres de progression, on a découvert le siphon 4, une trentaine de mètres de siphon, et puis ensuite 100 mètres de nouvelle galerie qui nous amenait vers une grande salle, une salle énorme de quasiment 40 mètres de haut. Et on perd l'actif à ce moment-là, donc ça a mis un peu un coup au moral, puisque là il n'y a plus de suite évidente. Voilà, on va quand même essayer de reformuler un objectif avec les conclusions de cette année. Voilà, donc là, on va dire l'obstacle majeur là, de cette année, c'était la cascade 4 que Francesco a pu franchir avec sa méthode dont il va nous parler. L'abbiamo aggredita lo scorso anno con scarso successo, ci aveva bloccato. Riguardando i filmati, insomma, ci eravamo resi conto che con le tecniche che abbiamo sviluppato nelle miniere della Maiella avremmo potuto utilizzare una scala telescopica. Nel 94 la cascata era stata superata con la tecnica del palo. Questa è un'idea tutto sommato più semplice, meno rischiosa. Vincente ce l'ha rimesso un dente, insomma 30 anni fa. Quindi abbiamo sviluppato questa idea, abbiamo trovato un partner tecnico che ci consentisse di portare la scala fisicamente fino a là, 1 chilometro di progressione, insomma, impegnativa. Quindi abbiamo costruito un sacco su misura, ce l'ha costruito l'azienda T2.0. Il 15 luglio abbiamo iniziato le operazioni della modella teleferica, abbiamo portato sulla scala, abbiamo superato il sifone con la scala. Il 16 luglio io e Silvia l'abbiamo portata fino alla quarta cascata, e poi il 12 agosto
Siamo riusciti nell'intento di superare la quarta cascata con la scala. È stato complesso comunque perché sotto cascata naturalmente non era facile né portarla né tenerla, quindi l'ho tenuta io, l'ho riuscita a salire, gli ho passato la corda e abbiamo attrezzato. Così quando sono arrivati loro il problema della quarta cascata era risolto, anche perché la grotta è comunque complessa di per sé anche a causa dell'anidride carbonica e dell'aria non proprio perfetta, no? Oui, donc le souci majeur, c'était donc le gaz carbonique, le CO2. On a fait plusieurs mesures l'an dernier, donc qui étaient à 2,5%. Cette année, on a fait d'autres mesures, donc le taux de CO2 était beaucoup plus bas. On l'a mesuré devant le S2 à 1,5 et devant le S4 à 1,8. Et devant le S2, on a eu la jolie surprise de retrouver les bouteilles de Sergio, de 7 litres, qu'il avait dû abandonner sûrement en 2003, lors de son dernier franchissement avec le groupe spéléologique de Rome. Après un rapide contrôle de la qualité de l'air, on a décidé de les utiliser pour franchir le siphon 2 et 3, ce qui nous a permis d'économiser pas mal de portage. Ouais, donc c'était quand même une belle semaine parce qu'on est parti, du coup, le premier jour, on est parti tous ensemble, toute l'équipe à 6, pour donc aller voir la 4e cascade qui avait été franchie, et puis reconnaître la 5e, la 6e, la 7e, qui ont été du coup refranchies aussi cette année, qu'on a pu rééquiper un peu sur le côté pour éviter l'actif en cas de crue. Donc on a rééquipé tout ça, et la reconnaissance jusqu'au 2e siphon. Donc là, bah, on a trouvé, comme tu l'as dit, une bouteille de Sergio. Après, on est retourné le mardi en équipe un peu plus réduite avec toi, Tom, Maxence et moi. On a franchi le siphon 2, le siphon 3 en rééquipant sur le fil de Vincent. Donc là, c'était une bonne émotion parce que c'était ta première exploration derrière un siphon, et en plus, donc c'est sur les traces de ton père, donc c'était assez sympa. On a pu faire 200 mètres de belle galerie avec des fistuleuses, avec des concrétions, etc. Et puis on est tombé sur un nouvel obstacle, un nouveau siphon. Donc là, c'était autour de Maxence. Nouvelle plongée, franchissement du siphon, 30 mètres, et puis comme Vincent, arrêt sur rien. Donc on décide de revenir le lendemain, ce coup-ci avec Jérémy, Paul et moi-même encore. On franchit tous ensemble ce siphon 4, toujours avec les bouteilles de Sergio qui nous accompagnent. Et puis là, encore 80 mètres de très jolie galerie, un petit peu de rivière. Et puis on arrive en bas d'une trémie, beaucoup de blocs, l'eau qui filtre en dessous, et d'un coup le noir total dans un trou, et puis là on découvre une salle immense. Oui, puis cette salle est splendide, elle est vraiment grande, ça fait 40 mètres de haut, 40 mètres de large, parce que 50 mètres de profondeur, elle est déclive comme ça, elle monte. Et en fait, il y a des gros blocs qui sont effondrés du plafond, donc on sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui s'est passé au niveau du plafond avec un effondrement et qui obstrue en fait le conduit de la rivière, parce que même si le conduit qu'on suivait jusqu'à présent avait tendance à se réduire légèrement, de toute façon c'est vrai qu'on était toujours dans le flux principal. Donc là avec Paul on essaye de descendre tant bien que mal un petit peu à travers la trémie pour essayer de continuer l'actif. Là-dessus, donc bon, on essaie la topo est faite de toute l'intégralité de la salle et du réseau pour pouvoir effectivement garder un maximum de données sur l'objectif d'essayer de bien localiser cette salle, cette grande salle qui est vraiment très très belle, puisque c'est vraiment a priori la plus grande salle du réseau qu'on ait trouvée jusqu'à présent. Et donc c'est vrai que là on était hyper enthousiaste parce que avec l'écho qu'il y avait, c'était sublime quoi, vraiment l'écho sublime. Et puis en fait, en désobstruant un petit peu, commençant à bouger un peu des blocs, gratter dans le fond, lever un peu du sable, les sédiments, c'est vrai que très très vite, en fait, ça reste très très étroit. Même malgré les tentatives de désobstruction, on a fait de belles images, on a essayé de prendre un peu des perspectives, et c'est vrai que là-dessus, on sent que le réseau est encore là. Donc le côté positif qu'il y a, c'est que c'est pas un terminus qui fait que voilà, on arrive sur un delta souterrain où ils sont en plein de petits affluents. On sent qu'il y a quand même le flux principal est là. Donc ça c'est quelque chose de très positif. Mais c'est vrai que là il y a des obstructions qu'on a entamées. Bon, elle est un petit peu complexe. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus, Vincent. On aura peut-être quelques idées. Ouais, Vincent, ça réfléchir un peu aux perspectives et. La solution, ce serait déjà de mettre une balise électromagnétique dans cette salle, parce qu'on a quand même 2,5 km de galerie topographiée, mais il y a quand même de l'imprécision, c'est de la mesure manuelle, c'est pas la précision absolue.
Donc l'idée c'est de s'assurer que le point reporté en surface, même si elle est de très bonne qualité, la topographie, c'est de s'assurer que le point qui est en surface, qu'on a localisé en surface correspond bien à la réalité, donc localisant à la verticale de cette salle, pour voir si on voit des effondrements en surface, parce qu'il a été trouvé quand même des petites plantes germées dans cette salle, donc il y a quand même des petits morceaux de feuilles, donc il y a quand même une circulation rapide depuis la surface. Donc l'idée c'est de voir où ça arrive en surface, voir s'il y a des choses qu'on pourrait gratter, ouvrir, désobstruer. Et puis après, ce qui serait bien aussi, c'est d'éventuellement de faire des traçages à partir de soit de la station d'épuration de Fonte Avignone, soit de Pozzo Caldaio, mettre éventuellement 2 traceurs différents, enregistrer ces données à Steve pour comprendre mieux les distances, les vitesses de transfert, voir un peu quel type de réseau on peut attendre derrière. Voilà à peu près ce qu'on pourrait essayer d'imaginer pour essayer de projeter la suite et éventuellement aussi faire de la reconnaissance en hiver pour voir si on voit des zones dans ce secteur repéré par la balise. Est-ce qu'en surface on voit des zones où il n'y a pas de neige par exemple, ou est-ce qu'on a un petit peu de fumée, un peu de vapeur, qui pourrait nous donner des indices pour sélectionner des objectifs pour retrouver cette salle ou passer un peu en amont de cette salle. Voilà. Donc voilà, des objectifs, Des futurs objectifs. des futurs objectifs pour l'an prochain. Polo, mi puoi far vedere il nuovo rilievo della grotta? Bien sûr, je vais t'expliquer. On va repartir de l'entrée pour bien voir. Donc là, il y a l'entrée. Là, on a le premier siphon. Et là, on a les cascades numéro 4. On a repris cette année les escalades avec la 5, 6, 7 qui se suivent, qui sont grimpées sans difficulté. Là, on a tout le reste de la galerie. Et on arrive au siphon 2 et 3 où Vincent s'était arrêté et les explorations d'avant s'étaient arrêtées. Et Pat va vous montrer la suite qu'on a fait cette année. Du coup, là, on a repris à partir du siphon 2 qui était là, le lac que Vincent avait vu, le siphon 3, et du coup, Vincent s'était arrêté ici avec une grosse galerie face à lui. Donc nous, on a parcouru toute cette grosse galerie ici, avec une grande plage de sable. Cette grande galerie là continue ici avec beaucoup de concrétions, des petites fistuleuses, etc. Donc on a fait toute une série de photos là-dedans. On avance, une salle ici avec des blocs où on remonte un petit peu en altitude encore. Et après ici, le siphon numéro 4. Donc encore un siphon assez court, fait une 30aine de mètres. Et puis la dernière galerie où à ce niveau-là, là vers la fin, on perd l'actif. Il vient vraiment sous les blocs. Donc à cet endroit-là, on est vraiment on est en train de la dessiner, c'est pas encore fini, mais on perd vraiment l'actif, tu vois la flèche là qui vient de sous des blocs. Et en fait, ces blocs, ils viennent de cet endroit-là, qui est en fait une énorme salle qui fait une 50aine de mètres de diamètre. Donc là, on s'est scindé un petit peu en 2 équipes. Moi, je suis parti avec Maxence. On est monté là pour faire la topographie de la salle. Donc on voit un petit peu toutes les visées topographiques ici. Là, c'était très étonnant. On a trouvé beaucoup de débris, des petits débris végétaux, des petits bouts de bois, et notamment un petit germe de plante, à peu près grand comme ça, qui commence à pousser. Ça a été très étonnant. Ça veut dire qu'on est sûrement très proche de la surface. Et donc, toi, pendant ce temps-là, tu es parti en dessous. Et on a même trouvé à côté de la plante vers de terre, plastique et bout de bois. C'était beaucoup de débris qu'on sentait qui vient quand même assez rapidement de l'extérieur. Mais c'était au-dessus quand même de la rivière qui elle part sous les blocs et sous la grande salle. On a essayé d'enlever les blocs pour voir, on voyait très clairement d'où vient l'eau, hein, ça c'est clair, mais c'est rempli de blocs, on en a bougé, je sais pas, une dizaine. On a réussi à rentrer dessous à peu près d'une longueur d'homme, mais c'était encore rempli de blocs dessous, donc c'est un gros chantier quand même, hein. On voit clairement d'où vient l'eau, c'est clairement établi, mais c'est aussi clairement bien obstrué. Woohoo!